C'est le, c'est le, ça va devenir le club des alcooliques anonymes ici si ça continue. Hein. Bonjour, je m'appelle Franck, je bois du Riesling. Il y a Romain qui est arrivé. On va attendre encore un tout petit peu. Il est 59, donc tout le monde est bien à l'heure. Hein. À votre santé, à votre bonne année. Hein. Oui. Vous savez qu'un bon webinar 120 est un webinar d'Anjou. 120, ça serait bien triste. Romain, tu es là? Oui. Attends, je te vois pas. Ah, vous savez que c'est parti, Romain. T'as mis ta caméra ou pas? Ouais. Attends, je voudrais te faire passer en plein écran. Heureusement qu'on est meilleur en sommellerie qu'en. Écoute ça. Ah, bah voilà, ouais, voilà, ça y est, t'es beau comme un. Bon, écoute, on a du monde, on doit avoir une petite centaine de personnes. Donc, c'est chouette. il y a 200, un petit peu plus de 240 inscrits. En général, il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent aussi pour recevoir le replay, tu vois. Ouais, ok. Donc, l'Alsace fait recette. Bah, écoute, ce serait une première et ça m'enchante. Oh, pourquoi tu dis ça? Allô? Je ne sais pas si on Bonjour. m'entend. Oui, Christophe, bonjour. Oui, bonjour Franck. Ça va? Je voulais féliciter. Oui, très bien. Oui. Je voulais féliciter Romain pour l'émission hier soir des Racines et des Ailes. C'était très intéressant. Ouais, merci, Écoute, ouais. c'est la classe. Hein. On a synchronisé le truc. Alors moi, je Il l'ai enregistré. J'ai pas eu le temps de l'avoir encore, mais. ne faut pas louper, surtout la fin. Ouais, la fin fait parler, c'est sûr. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Raconte, j'ai pas vu. Ah bah non, me dites rien, comme ça j'aurai la surprise. En fait, on reste sur notre soif un petit peu, quoi. Oui. Voilà. Il n'y en aura pas beaucoup, hein, ça. C'est... Bon, qu'est-ce que t'as débouché, mon cochon? Te connaissant, t'as pas dû t'ennuyer là. Non, c'était bien. Bonsoir. Bonsoir. Ça continue d'arriver, on est à 60. Ah bah il y a Julien, tiens, Julien Camus qui est là. On lui fait un petit bonjour. Bonjour Julien. Hop. Donc écoutez, ça continue à arriver. Donc le restaurant et toujours pas de date, rien compliqué. Alors, Quoi. comment je vais enlever ça? Putain. Ah non, ça on n'est pas près d'y arriver. Hein. Ouais, c'est compliqué. Ouais. On va mettre Castex derrière, hein, pour ce qu'il raconte. Ah ouais, enfin, nous on boit des coups et puis après en respectant notre Premier ministre. On va attendre le résumé. Tu crois qu'on va avoir besoin du résumé, Romain? Franchement? Non, je pense pas. Bonsoir Clotilde, ça va? Bonsoir Franck, oui, très bien, et toi? Ouais, ça va bien, merci. Ouais, bonne année à tout le monde, c'est l'occasion. Bonne année aussi. Ouais. On attend encore 4-5 minutes et puis on va démarrer tranquille. Ça fait combien de temps que tu as pas remis les pieds au restaurant en activité? En activité depuis fin novembre. Hein. Après, on a fait un peu de traiteur à droite à gauche, mais j'ai jamais eu autant de temps pour faire l'inventaire que cette année. Quoi, tu m'étonnes, ouais. C'est sûr que là, un inventaire. Je pourrais même les compter 2 fois, tu vois, je suis au taquet là. Ah, tu m'étonnes, ouais. Vous avez combien de bouteilles en cave à la villa? J'en ai 10 000 en vieillissement, 12 000 dans la cave principale. Donc, oui, ça met un peu de temps à compter quand même. Quoi. Ouais, tu m'étonnes. Surtout qu'il faut 4 mains pour faire ça, non? Mais... Non. Écoute, heureusement que ça fait un peu supermarché, mais on a une bouchette avec un peu de marque. Ah, je me demandais si vous pouvez couper les micros, je veux bien. Hop. Je vais faire la chasse. Non, mais Romain, je te laisse la parole quand même encore. Pas de souci. Ouais, ça fait 22 000, ouais. Donc là, ouverture de la villa, date d'ouverture. Alors, ouverture de la villa. Donc, ouverture de la villa, on a ouvert en septembre 2015. Ouais. Et on a eu 2 étoiles en 3 mois. Quoi. C'est pas mal, hein? Pas mal. Et donc, comme vous le verrez dans la vidéo, pour ceux qui vont regarder le replay des Racines et des Ailes, j'ai eu la chance de constituer la cave de zéro. Alors, puisque je prends la parole, je commence. Hein, donc, vas-y. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc Romain Iltis, je suis alsacien comme ça ne s'entend pas.
Je suis Attends, alors, donc, t'as un petit accent, tout petit. un petit poil africain, mais bon. Mais bon, le bronzage aussi est africain. Et donc, je suis le directeur des vins. Aujourd'hui, je suis directeur des vins du groupe Lalique. Donc, je chapeaute les 3, bientôt 4 restaurants que nous avons. Donc, la Villa René Lalique, où j'ai constitué la cave de zéro, qui est un petit peu la maison mère. Il y a le château Orberg, qui est dans le même village, avec un esprit un peu plus canaille, un petit peu plus brasserie prestige. Le château Laforie-Perraguet, qui a une étoile au Michelin à l'intérieur du château Laforie-Perraguet à Bordeaux. Et là, ça fait maintenant 3 fois qu'on reporte, mais nous sommes censés ouvrir un restaurant en Écosse, dans la distillerie The Glen Turret. Ah, super. Une distillerie qui a été rachetée l'année dernière, donc qui appartenait au groupe Symington et qui aujourd'hui veut tracer sa voie. Et donc, on veut recréer un peu le concept avec un restaurant, une boutique, enfin voilà, la ligue, quoi, tout simplement. Et comment tu vas gérer la carte des vins là-bas? Parce que du coup, il y a le problème des importateurs, etc. C'est pas la même. C'est-à-dire que là, on a essayé de la jouer avant le Brexit, donc tout est déjà là-bas. On a fait une carte des vins de base. Et ensuite, on va voir il y a certaines choses qui vont passer par des importateurs, mais d'autres choses qu'on va essayer d'envoyer en direct, comme on a fait. Donc, faire 1 ou 2 réassorts par an en provenance directe de France pour avoir une expédition directe, quoi. Et sur cette carte des vins en Écosse, tu as laissé la part belle aux vins français, je suppose, ou tu as aussi ouvert sur les vins du monde? Alors, on a ouvert sur les vins du monde, puisqu'il faut toujours penser que la Ligue est un groupe international, donc il faut avoir cette vision internationale. Mais bien sûr, il y a une trame française assez marquée. Après, on n'est pas sur les proportions qu'on peut avoir à Wingen ou à Laforie, puisque là, on est sur des cartes de 2500 références dans les 2 cas, alors que là-bas, ce sera une carte de 400 références, donc beaucoup plus modeste. Puisque bon, voilà, on va quand même essayer de travailler beaucoup plus sur les whiskies, et puis les Écossais ne sont pas forcément des très grands buveurs de vin. Mais bon, on veut quand même essayer d'amener le savoir-faire français en Écosse. Surtout que voilà, on a embauché le blender l'ancien blender de chez Macallan, Bob Delgado. Donc voilà, on essaie vraiment de créer un buzz autour de ça. Est-ce que c'est le cousin de Pedro? Non. 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 Mais oui, donc en fin de compte, on a vraiment ce projet en cours qui maintenant est reporté depuis 3 fois. Donc voilà, c'est pas facile, mais bon, on attend d'ouvrir avec grande impatience. Ouais, j'imagine bien. Tu peux nous parler un petit peu de comment tu as démarré dans le métier, puis Oui, bien sûr. Donc moi, je suis, comme beaucoup de mes confrères, un produit qui n'est pas d'origine, puisqu'à la base, je suis cuisinier. J'ai été. Non, tu sais ce qu'on va faire, Romain? On va arrêter tout de suite le webinaire parce que on ne va pas te cuisiner. Non, vas-y, je t'en prie. Donc, je voulais d'abord me destiner à la cuisine, et puis ben voilà, j'ai fait une mention sommellerie plus par envie de me perfectionner. Mon papa m'ayant dit, écoute, si un jour tu as un restaurant, il serait important d'avoir une connaissance en vin, tout simplement pour pouvoir parler, parce que c'est là où tu peux gagner ou perdre beaucoup d'argent si un jour tu as un restaurant. Et donc, je suis, on va dire, tombé dans le vin dans ce sens. Je suis quand même retourné en cuisine, un peu têtu, chez Ducasse pendant 1 an, et j'ai eu un manque du vin. Tu as travaillé où chez Ducasse? J'ai travaillé 59 points carrés. C'était okay. L'ancien restaurant à Robuchon. Et donc ensuite, au bout d'un an, je me suis dit, le manque est trop fort. Et pour me prouver que j'avais fait le bon choix, c'est là que j'ai commencé les concours. Et donc, c'est là où j'ai commencé à faire le meilleur jeune, le Ruinart à l'époque, que tu connais bien, Franck, aussi. Et donc, ensuite, voilà, ça m'a donné un premier élan. Puis après, je suis revenu en Alsace un peu par la force des choses. Voilà, j'avais fait 2 essais qui ne me plaisaient pas. Et je dis toujours, j'ai choisi ce métier pour voyager, et j'ai fait 7 ans à 5 km de chez moi. Tu as été dans un endroit où on fait du fromage, non? C'est ça? Oui, c'est ça. Donc, c'est-à-dire que moi, ce que j'aime dire, et c'est surtout pour ça que j'essaie d'en faire un exemple, c'est que aujourd'hui, je suis à la position où je suis, mais j'ai pendant 7 ans travaillé dans un restaurant qui faisait 300 couverts par service, 110 chambres, pas d'étoiles. Voilà, une belle table, mais il fallait juste envoyer, quoi, hein, tout simplement. Alors, je te coupe juste 2 minutes. Il y a Gérard qui vient de nous mettre l'annonce là. Je ne souhaite pas plomber l'ambiance, mais couvre-feu national dès samedi à partir de 18h. Bon, moi, grand remède, grand mot. Ouais, bon, c'est pas grave, Gérard. De toute façon, moi, j'ai une cave à la maison. Je suis enfermé avec. On peut tenir le siège, pas de problème. Ouais.
Bah, écoute, moi, elle commence à prendre un coup, la cave, tu vois. Il va falloir que je la Ouais, remplisse. too much. Excuse-moi, je t'ai coupé, pardon, ouais, vas-y. Pas de souci. Et donc, ben voilà, j'ai entamé les concours. Le premier vrai beau résultat, c'était Strasbourg, en demi-finale du meilleur sommet de France, finale du meilleur jeune. Et puis, ce qui m'a donné un vrai élan, c'est quand en 2008, j'ai gagné le Master of Port, mon premier concours. C'était un peu à la surprise générale parce que j'ai encore la liste des candidats. C'était le Georges V, le Louis XV, Bernard Loiseau, l'Auberge de Lille. Et puis, il y avait un petit gars dans la vallée de Münster, dans son restaurant, qui finalement gagne un concours national qui est quand même assez difficile. Et de là, Qui était un très beau concours, puisque les vins de Porto, on a souvent tendance à dire que voilà, en France, on est des gros consommateurs de vins de Porto, mais souvent des vins de Porto simples, pas pour dire autre chose. ouais, Et c'est ça. vrai que Porto, c'est un monde qui est juste assez génial. Ouais. Et donc, dans la foulée, j'ai fait 2 fois le mercato parfait pour mes patrons, puisque en 2000, donc après finale, etc. En 2012, je change pour l'Arnsbourg au mois de mai, donc 3 étoiles Michelin à l'époque, avec Jean-Georges Klein. Donc, dans la partie nord de l'Alsace. C'est ça. Et 3 mois plus tard, enfin 5 mois plus tard, je gagne le meilleur sommelier de France, donc en 2012. Et 3 ans plus Alors, tard. tu sais pour la petite histoire, j'ai des dossiers sur toi. Ah bon? Parce que tu étais venu à la maison en 2011 t'entraîner. Tu sais, l'autre fois, j'ai fait du rangement dans dans mon ordi. Je suis retombé sur les vidéos que je ne garderai confidentielles selon le chèque que tu m'enverras. Mais non, mais c'était assez rigolo de retomber sur ça. Je suis retombé sur des vidéos de John, enfin voilà, de pas mal de collègues. Donc, Ouais, c'était drôle, ouais. C'est clair, c'est ouais, clair. c'était ça. On avait passé un chouette moment. Ouais, c'était chouette. Et après, en 2015, je signe mon contrat pour l'ouverture de la Villa René Lalique le 22 janvier et le 5 février, je suis meilleur ouvrier de France, quoi. Donc, dans les 2 cas, j'étais embauché trop tôt pour renégocier mon contrat, quoi. Donc voilà, j'ai les 2 principaux titres nationaux, on va dire. J'ai cette particularité d'avoir, comme toi, les 2 casquettes. On n'est que 8, hein, il faut toujours le rappeler. J'aime rappeler aussi que le MOF, c'est que de 9300 personnes depuis 1924, tout métier confondu. Donc, la particularité familiale, ça c'est le petit instant hommage, c'est que mon papa est meilleur ouvrier de France en boulangerie Ah et ouais, chouette. Ouais. qu'on est parmi les rares, voire si pas les seuls, à être MOF, mais père-fils, mais dans 2 spécialités différentes. Donc voilà, on a cette idée d'avoir des bonnes choses, etc. Donc j'ai été éduqué dans ce goût et c'est peut-être aussi ce qui fait qu'aujourd'hui je suis là avec vous ce soir. Et si tu devais résumer en quelques mots ta philosophie du vin? Ma philosophie du vin, alors sans être sportif et dire toujours la même chose. Voilà, pour moi, le vin, déjà, c'est le partage, c'est l'idée de la découverte et surtout de l'émotion. Et j'ai envie de dire que la chance d'avoir les titres que l'on peut avoir, c'est de pouvoir transmettre des messages. Cette phrase qu'on utilise souvent entre nous, mais qui est éminemment vraie, avant tu parles et maintenant on t'écoute. Je trouve que c'est extrêmement vrai. Et donc cette parole, il faut savoir l'utiliser pour donner une impulsion, pour aider entre guillemets la profession, le vin. Et ma petite spécialité, si j'ai envie de dire, par ce passé de cuisinier, c'est la Cormeille Vin, où j'ai vraiment toujours eu beaucoup de sensibilité à ça. Et aller sur des vins de terroir, des vins qui racontent une histoire. Je ne parle pas du vin parfait, je parle le vin qui fait frissonner, quoi, tout simplement. Le vin qui, quand on le boit, on a une petite larmette. Une petite larmette, puis un petit frisson dans le dos qui dit waouh, c'était chouette. Ouais, c'est ça. Il y a des rencontres dans la vie, ça, c'est soit des bouteilles, on rencontre les bouteilles avec des personnes autour, parce que autrement ça s'appelle l'alcoolisme. Mais voilà, il y a ces moments de vie où on touche le cœur des choses, le cœur émotionnel du vin et de la vie. Et c'est vrai que c'est des moments, je pense que voilà, c'est des moments avec Romain qu'on aime. C'est des moments qui font que Romain est encore en service. Moi, je suis un pré-retraité de la restauration. Je ne suis plus que de la formation maintenant, mais c'est toutes ces années qu'on a passé au service des clients. C'est de voir la petite étincelle dans les yeux des clients et de dire voilà, là, je lui ai transmis quelque chose, je lui ai passé un message et il va s'en souvenir. C'est ça qui est bon. J'ai un ami là qui était chez moi, qui n'est pas du tout dans le métier, hein, c'est mon voisin qui était là la semaine dernière. Il a dit quelque chose de magnifique que je vais garder. Il a dit dans la vie, il n'y a que 3 choses qui peuvent te donner de l'émotion: l'amour, la musique et le vin.
C'est beau. C'est beau. Je partage, ouais. C'est beau. Alors, puisque tu nous as partagé ta philosophie, c'est quoi un grand vin pour toi? Alors, un grand vin, pour moi, un vin, c'est déjà, on a commencé à l'aborder, c'est déjà quelque chose qui te procure une émotion. Mais surtout, j'aime donner deux états, c'est qu'un grand vin, c'est bon tout le temps. C'est-à-dire qu'un grand vin, c'est pas… Moi, quand on me dit c'est un grand vin et on te dit oui, ça, dans 5 ans, c'est un grand vin, non. Un grand vin, c'est quand tu as décidé de l'ouvrir que c'est un grand vin parce que le moment est là et parce que le vin a ce qu'il faut. On peut toujours se dire il aurait pu être meilleur dans 3 ans. Mais puisque j'ai décidé de l'ouvrir aujourd'hui, c'est maintenant que ça doit être un grand vin. Un grand vin doit être bon toute sa vie, doit te procurer de l'émotion et surtout, un grand vin, à un moment donné, c'est quelque chose qui reste dans ta mémoire, qui reste gravé. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand un grand vin, qu'on soit connaisseur ou pas, qu'on soit amateur ou pas, parfois un grand vin, c'est juste lié à un moment qui fait que ce vin-là, on s'en souviendra toute sa vie. Et je prends l'exemple souvent du vin de notre mariage. On peut encore te dire ce qu'on a servi ce jour-là. Ouais, moi je m'en souviens plus, j'ai divorcé depuis, mais non. Voilà, c'est pour ça. Ouais, merci. Écoute, et je paraphraserai ce que tu as dit en reprenant la phrase de Henri Jaillet qui dit gamin, quand un vin est bon, il est toujours bon. Voilà. C'est ça. C'est ça, et c'est vrai que c'est un des grands enseignements aussi de la dégustation primaire qu'on faisait à la RVF il n'y a pas si longtemps. C'est à un moment donné, on te dit oui, c'est vrai qu'un vin, quand il est trop jeune, c'est compliqué de l'évaluer, mais d'un autre côté, ce qu'il n'a pas, il n'a pas, et il ne l'aura jamais. Et c'est là où, en fin de compte, c'est totalement cohérent de donner son avis parfois sur des vins très jeunes. Ouais, je suis assez d'accord. Est-ce que tu peux peut-être nous parler un petit peu de l'actualité aujourd'hui en avant? Donc alors je sais que tu connais beaucoup de choses dans le vin et pas que l'Alsace, mais le titre de ce soir, c'est un peu, voilà, on va faire appel Oui. à ta fibre. C'est un peu fibre, ma spécialité, quoi, on va à dire. ta fibre régionale, voilà. Moi, je suis désolé, je suis né au pays des rosés, donc voilà, je spécialise du rosé, donc on fait ce qu'on peut dans la vie. Écoute, de notre Mais côté, les rosés sont avec des le grands vins Cinsault, de terroir. tu fais ce que tu veux avec le Cinsault, hein, qu'est-ce que je te dis? C'est vrai. Tu m'avais parlé du muscadet aussi, Franck. Oui, absolument, c'est vrai, Bertrand, ouais, tout à fait, on en a parlé la dernière fois au téléphone ensemble. Ouais. Non, globalement, ouais, si tu peux nous Donc, partager un globalement, petit donc, peu. le vignoble est à un moment clé de son histoire, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses qui se confrontent. À la fois un changement par rapport au réchauffement climatique qui donne vraiment une vision des vins qui est très différente, avec une viticulture qui est en train d'évoluer. Alors, j'ai envie de dire, c'est partout vrai, mais c'est encore plus vrai chez nous parce que ça implique l'arrivée de rouges de qualité et de vrais rouges avec beaucoup plus d'intensité. On en parlera certainement après. Il y a aussi aujourd'hui une méconnaissance du vignoble alsacien qui fait que les ventes sont très difficiles en ce moment en Alsace. On va dire que le Covid a aussi accéléré, j'ai envie de dire, dans les régions qui étaient sous-jacentes dans les problèmes aujourd'hui explosent, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il y en a à la fois, on a deux visions du vignoble qui n'arrivent pas à se rejoindre, avec des vignobles de masse sur des vignobles de plaine, des vins qui sont très moyens et qui sont vendus à 5-6 euros en grande surface avec quand même la bouteille et tout ce qu'il faut autour. Et à l'inverse, des vignerons de talent, on peut en citer plein, Zuslin, Boxler, Faller, Zindumrecht, etc., qui sont dans une philosophie de terroir, de précision, de justesse, mais qui vont très haut, qui ont des tarifs aussi un petit peu plus conséquents, mais qui à qualité équivalente en Bourgogne, vaudraient 10 fois plus aujourd'hui, pratiquement. Ouais. Et il y a peut-être finalement un vrai problème de valorisation du travail sur les grands vignerons alsaciens. Ouais. C'est ça. Et aujourd'hui, si on veut, le problème, c'est que la vision globale est assez étriquée. Et aujourd'hui, on peut trouver un grand cru d'une cave Coop à 8 euros dans un supermarché. À l'inverse, le vigneron d'à côté qui fait très bien, il va être à 18 euros et pour tout le monde, ce sera trop cher, quoi. Donc, il y a vraiment un désamour. Alors, je pense qu'on a aussi la qualité de nos défauts, c'est-à-dire que le vignoble alsacien a une complexité unique au monde. À la fois, on est le seul vignoble, avec Châteauneuf peut-être, où on demande aux vignerons d'être bons sur 14 cépages. Alors, il y a notre ami Daniel Coulon qui est c'est pour ça que je fais attention attention à ce que je dis. Donc tu fais attention à ce que tu dis si tu veux pas prendre un galet dans l'écran.
C'est ça. Daniel est un Mais c'est vrai placifié. que nous, la grande différence, c'est que comme à 99%, c'est des monocépages, donc le cépage doit se suffire à lui-même. On n'a pas les assemblages pour réguler un peu les cuvées d'une année à l'autre. Et ensuite, on a une complexité géologique qui fait qu'on peut avoir des vins extrêmement différents à 300 ou 400 mètres près. Et ça, c'est à la fois une qualité parce qu'on peut satisfaire la gastronomie mondiale avec nos vins, mais par contre, on n'a pas de typicité propre. C'est-à-dire que quand quelqu'un prend un Chablis, il saura qu'un Chablis, c'est pur, droit, salé, calcaire. Quand il prend un Alsace, au-delà des sucres qui sont parfois un problème et qui est en train de se régler quand même dans la région. Ce serait intéressant qu'on en dise un petit mot après, juste, mais je te laisse, Voilà, je te laisse poursuivre là-dessus. On peut intervenir ou pas dans. Oui, Franck tu peux, vas-y, Ouais. vas-y, bien Alors, sûr. justement, pour rebondir, bonjour à tous. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Romain, c'est que j'ai lu dans un excellent magazine auquel je suis abonné, que je ne citerai pas parce qu'on n'a pas le droit de faire de pub. En fait, j'ai lu qu'effectivement, l'Alsace, alors je suis angevin, moi, hein, donc je découvre en ce moment là. C'est le magazine mensuel, moi, que j'ai. Oui, non, je sais, mais j'en ai pas un à côté de moi, c'est pour ça. D'accord. J'ai vu qu'effectivement, il n'y a pas de notion, alors tu m'arrêtes si je me trompe, évidemment, il n'y a pas de notion de terroir en Alsace. Et ça, j'ai appris ça, justement. Notion de terroir, si. Comme tu parlais du Bourgogne, ou même en Anjou, dont je suis originaire. C'est-à-dire qu'il y a une… Il n'y a qu'une notion de cépage. Non, justement. Non. C'est-à-dire que chez vous, l'équivalent d'un Anjou ou d'un Touraine, chez nous, c'est un Alsace avec le cépage. Et ensuite, on a une notion de lieu-dit et de grand cru, les grands crus étant certains lieux-dits qui ont été classés en grand cru. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Alsace, ayant quand même été extrêmement meurtrie pendant la Deuxième Guerre mondiale, n'a pas participé au concept AOC qui est apparu en 1936 jusqu'en 1945. C'est-à-dire les grandes appellations françaises, c'est entre 1936 et 1945, grosso modo. Et l'appellation Alsace, juste Alsace, n'est apparue qu'en 1962. Donc, on avait déjà un grand train de retard par rapport aux autres, entre guillemets. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont voulu aller un peu trop vite. Et en 1975, donc à peine 10 ans plus tard, 12 ans plus tard, ils ont décidé de faire des grands crus. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a le haut de la pyramide et le bas de la pyramide, mais il n'y a rien entre. Et dans la valorisation, ce entre manque, si on veut aujourd'hui. Mais surtout, on se rend compte aujourd'hui que ce qui manque, c'est aussi l'étage en dessous. C'est-à-dire que l'Alsace a refusé à la fois le BIB et à la fois les vins de pays. Donc, c'est-à-dire que les vins de masse, ce que j'ai appelé vins de masse, qui en Alsace est très restreint, puisqu'on n'est que 15 000 hectares, hein, donc c'est tout petit. Ces vins de masse sont sous la AOC Alsace. Et la notion de grand cru est encore un peu floue dans les gens, parce qu'en Bourgogne, même si c'est l'exemple de la parcellisation, cette parcellisation faite par les moines existe chez nous comme ailleurs, j'ai envie de dire, en Bourgogne, etc. Mais ce qui se passe, c'est que chez nous, on a du granit, du grès, du schiste, du volcan, de l'argile, des marnes, des calcaires, des leuses, du gypse. Donc, à un moment donné, on a des terroirs qui sont extrêmement différents, qui ont quasiment 5 milliards d'années de différence entre les deux. Et pourtant, on les a côte à côte. Et ça ne donne forcément pas les mêmes vins. Parce que malgré tout, en Bourgogne, entre un grand cru et un premier cru, c'est la notion d'argile et d'exposition, mais il y a quand même une trame qui est assez similaire. Sur les argiles, c'est les rouges, et sur les calcaires, c'est les blancs. J'exagère, mais c'est un petit peu ça. Alors que chez nous, on peut avoir sur un granit du Riesling, du Gewürz, du Muscat, du Pinot Gris. Et derrière, on peut avoir des cuvées XY qui viennent du grand cru, mais qui ne sont pas grand cru. Donc, si on veut, j'ai calculé un jour que sans les VT, vendanges tardives, sans les sélections de grains nobles, sans les complantations, sans les assemblages, on a 49 possibilités si on met les cépages en face des terroirs. Et encore, je parle de 7 cépages, pas de 14. Donc, on a un panel qui est tellement vaste et on n'a pas encore trouvé, alors j'en parlerai après parce que ça fait partie des thèmes qu'on va aborder ce soir, mais on n'a pas encore trouvé un moyen de parler de nos vins très simplement. C'est-à-dire qu'en Bourgogne, le blanc, c'est du chardonnay, le rouge, c'est du pinot noir. Et après, ça devient compliqué. Mais la base est extrêmement simple. Nous, la base, c'est 49 possibilités. Ce n'est pas possible de s'en sortir. Et surtout si tu es avec des clients finalement qui ont un intérêt pour le vin débutant, ils sont totalement noyés, quoi, totalement noyés. C'est ça.
Et par contre, là où c'est un faux argument, quand on dit la langue, le nom des terroirs germaniques est un handicap, là, je dis que je ne suis pas d'accord. Pour la simple et bonne raison, c'est que parfois tu vois tu vois parfois les gens qui te prononcent des vins italiens, espagnols, portugais, roumains, tchèques, américains. Tu vas pas me dire qu'ils sont pas capables de prononcer un nom en alsacien. Tu vois, je veux dire, à un moment donné, c'est un faux problème. C'est juste que c'est une excuse facile parce qu'on dit parce que ça. Alors il y en a qui sont plus faciles à dire que d'autres, mais voilà, c'est. On sent un aspect régional fort en toi, mon cher Romain. Oui, bon, c'est sûr que si je te fais une dictée, il y a certains grands crus où même toi, tu n'y arrives plus. Mais voilà. Ça, c'est sûr. Romain, tu es d'accord que dans les bouteilles d'Alsace, enfin, tout au moins celles que j'achète même chez le vigneron, il y a quand même une notion de cépage qui est toujours notée. Une bouteille d'Alsace, tu achètes soit un Riesling, un Sylvaner éventuellement, un Gewürz, etc. Et pour reprendre l'exemple de l'Anjou, mais pour les autres, c'est pareil, tu n'as pas forcément la notion de cépage qui saute aux yeux. Oui, mais alors c'est là où, en fin de compte, est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient? Dans le sens où, à l'international, on parle quand même de cépage. Et après, la culture rhénane, c'est quand même ce qui nous définit. C'est-à-dire que l'Alsace, vous savez comment on appelle les gens de la France? On appelle ça les gens de l'intérieur. Ce n'est pas péjoratif, c'est juste parce qu'il y a cette frontière culturelle qui est là. Mais c'est vrai, tu rigoles, mais c'est vrai. Il y a cette frontière culturelle qui est là. Pour les Corses, on est des métros. Pour les Alsaciens, des gens de l'intérieur, c'est chaud. Moi, je suis en Bretagne, je suis angevin en Bretagne, alors t'imagines. C'est chaud. On appelle ça les gens du bout. J'ai une petite question, Romain, sur les 14 cépages, quand tu parles de 14 cépages. Oui, alors, je peux les citer si vous voulez. Donc, on a les cépages dits. Donc, on a le Riesling, on a le Pinot Gris, le Gewürztraminer. Jusqu'ici, c'est facile. Après, on a le Pinot Noir. Après, on a 3 types de muscat. On a le muscat blanc, le muscat rose et le muscat automnel. On a 2 Pinots blancs, le Pinot blanc véritable et le Pinot auxerrois. Ensuite, on a le Sylvaner blanc et le Sylvaner rouge. Ensuite, on a le Chasselas, on a le Chardonnay et on a du Klevner, donc le Traminer, qui est l'ancêtre du Gewürztraminer. 14. Good. De Contillet. Le Sylvaner rouge et blanc, je ne savais pas. Le rouge, ouais, mais si on veut, c'est-à-dire que ce qu'il faut trouver entre guillemets, c'est qu'avec ces cépages, ça nous donne une variété, une possibilité qui est hors norme. Mais il faut trouver un système. Donc moi, j'ai envie de dire que le cépage en soi n'est pas un problème pour moi à partir du moment où, on cherche le plaisir du cépage. Moi, ce soir, j'ai ouvert un Riesling, mais je le bois pour le plaisir du goût du Riesling. Après, quand on est sur des terroirs, là, on commence à chercher une identité. Et là, à ce niveau-là, moi, je prends une métaphore musicale qui, je pense, explique bien la chose. Le Riesling est l'instrument de musique qui raconte l'œuvre, qui est le terroir, parce qu'il est immuable, interprété par le maestro qu'est le vigneron. Et c'est-à-dire que parce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on a du Pinot Gris, etc., mais il y a 1000 ans ou 2000 ans, il y avait déjà ces terroirs qui étaient réputés, mais il n'y avait pas du Riesling dessus, forcément, il y avait peut-être d'autres cépages. Donc, j'ai envie de dire qu'il faut vraiment considérer, quand on va sur le terroir, le cépage comme l'instrument de musique pour transmettre l'identité. Et alors, j'aime beaucoup ta comparaison, parce que finalement, on ne se souvient pas de l'instrument de musique, on se souvient de la mélodie qu'il a jouée et par qui elle a été jouée. C'est ça. Et j'ai envie de dire, Mozart, est-ce que c'est plus joli au violon ou au clavecin? Au goût de chacun. Au goût de chacun. Donc ça revient un petit peu à ce que disait finalement. Il y a une notion, Frédéric demande, voilà, est-ce qu'il faut simplifier, est-ce qu'il faut décomplexifier, tu vois, c'est quoi ta vision sur ça? Ma vision, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'un vin, lorsqu'il donne une notion de cru, ait une identité forte, avec le cépage ou sans le cépage, mais qui est vraiment quelque chose qui fasse qu'il ne soit pas pareil. Et je pense que cette notion de cru, c'est elle qui va tirer l'ensemble vers le haut. Et pour moi, les vins de cépage classiques, qui viennent parfois de la plaine, etc., devraient rester dans leur gamme de prix. On ne leur demande pas d'aller plus haut, mais par contre, on les met dans une catégorie vin de pays. Et j'ai une autre petite question aussi sur les notions d'étiquette sur le cépage, où ça peut être mis sur l'étiquette ou sur la contre-étiquette. Oui, bon, ça c'est pas, il y a pas d'obligation entre guillemets, tu vois. Et on te demande un petit message aussi sur les vins d'assemblage.
Alors, les vins d'assemblage, donc il y a deux types d'assemblages. Il y a les assemblages où on met différents vins finis ensemble. Et après, il y a la complantation. Donc, cette idée qu'un lieu est plus fort que le cépage et donc on met tout ensemble au moment de la vinification. Et c'est quoi ton avis là-dessus? Alors, j'ai envie de dire que la complantation est une vision intéressante, mais pas partout. Elle n'est pas à généraliser, n'en déplaise à certains. C'est-à-dire qu'il y a des terroirs où effectivement on met le nez dessus, peu importe le cépage. Je prends le Chenambourg en exemple ou le Rangen de Thann. C'est des cépages où quand le terroir est là, il prend le dessus sur tout. Et donc, qu'ils soient interprétés par tel ou tel instrument, c'est ça qui parle. Mais par contre, en faire une généralité, je ne pense pas que c'est une bonne chose. Par contre, ce que je suis en train de militer pour aussi, c'est de dire, voilà, je pense qu'il y a des lieux qui sont bons pour plusieurs cépages. Très bien, on ne va pas s'en priver. Mais il y a des lieux qui sont vraiment hors compétition sur un cépage et très moyens sur les autres. Et j'ai envie de dire, sur certains grands crus, pourquoi est-ce qu'on continue à planter du muscat et du pinot gris alors que ça n'a aucun sens? Autant rester sur le Riesling qui est vraiment le cépage. Qui est le cépage où ça s'exprime. Ouais. Ouais. Et pareil pour le Gewürz, pareil pour d'autres cépages, quoi. Et une petite question aussi sur les vignerons qui poussent finalement pour avoir des premiers crus. Parce qu'il y a les vins de masse ou les vins d'appellation simple, les grands crus au-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de toute façon, je pense que ce projet est au calendes grec. Le vignoble aujourd'hui a quand même des difficultés. Et un des reproches, c'est que le delta entre le classique et le grand cru n'est pas assez grand. Donc aujourd'hui, le projet des premiers crus est dans les tuyaux. Ils sont en train de travailler dessus, mais à mon avis, ce n'est pas pour tout de suite. Ouais, et puis je trouve que déjà entre les appellations dites régionales, les grands crus, il y en a quand même 51, les dénominations régionales qui sont faites dans certains cas avec certains cépages dans une couleur ou dans une bicouleur, c'est déjà une usine à gaz. C'est ça. Et j'ai envie de dire que ceux qui ont des premiers crus, ceux qui ont des terroirs qui mériteraient d'être premiers crus, les valorisent déjà. Et quand on commence à parler entre nous, il y a certains terroirs, pour tout le monde, c'est une évidence que ceux-là devraient être premiers crus demain, quoi, tu vois. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'il y a déjà une notion de ces lieux-dits qui sont déjà très déterminés. Alors, c'est sûr, pour le vigneron, ce serait une reconnaissance comme une étoile dans un restaurant. Mais je prends aussi cet exemple souvent. Est-ce qu'il vaut mieux avoir 3 étoiles et un restaurant vide ou 2 étoiles et un restaurant plein? Non, mais j'opte pour la seconde, ouais. Le problème aussi, c'est que on le voit dans le Bordelais, c'est de faire un classement, ça va faire des malheureux. Et qui sera le juge de paix au fond? Qui sera à terme le juge de paix? Regardez ce qui s'est passé avec. Mais si on veut, avec Bordeaux, c'est pas comparable. Pourquoi? Parce que Bordeaux, c'est un classement qui est gravé dans le marbre et on classe un domaine. Quand on voit la délimitation de 1855 et la délimitation des châteaux aujourd'hui, il y a un monde, quoi. Et en plus, souvent, les châteaux, le grand vin, il sort de la partie qu'ils ont conservée du classement de 1855. Donc, ce classement avait peut-être été bien fait, mais il ne t'ouvre pas la boîte à Pandore parce qu'ils savent que ce serait un bordel sans fin. Ils voient ce qui se passe à Saint-Émilion. Donc, j'ai envie de dire que le problème aussi, c'est qu'il y a certains grands crus qui ne devraient pas être grands crus aujourd'hui. Je partage. Sans maintenant faire la promotion, je pense que j'avais fait un article très complet dans la RVF là-dessus, qui classait en 5 familles, comme à Bordeaux, les terroirs. Et je pense que tout est dit. Et voilà, c'est un peu le problème. C'est qu'on a 51 grands crus qui sont quand même très grands, c'est que 3%, c'est 10% de la surface, mais c'est que 3% du vignoble. En production. Ça veut bien dire que la valorisation n'est pas assez grande pour que les vignerons aient tous envie de faire du grand cru, ouais, bien sûr. Je suis assez d'accord. Ouais. On avait une petite question sur les sucres. Oui. Alors, les sucres résiduels, c'est un débat qui est très intéressant parce qu'il y a à peu près 20 ans, quand j'ai commencé le métier, je faisais partie de ces jeunes sommeliers qui disaient « Arrêtez, pitié du sucre, on ne peut pas travailler avec vos vins, etc. » Donc, c'est aussi intéressant de savoir d'où ça vient. C'est-à-dire que dans les fins des années 90, c'était le début du réchauffement. Aujourd'hui, on le sait, à l'époque, on ne savait pas. En 97, les vignerons sont allés dans les vignes et le raisin était trop mûr. Et ils ont vendangé. Et malgré tout, les vignerons, qu'est-ce qui se passe? Ils sont dans leurs caveaux, parce qu'on a quand même une région touristiquement forte, avec beaucoup de gens dans les caveaux. Et ils se rendaient compte que c'était le vin avec un petit peu de sucre qui se vendait plus facilement. Ouais. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé. Il a dit, tant pis, on met un peu de sucre. En plus, c'est l'époque où les Allemands, qui sont des bons clients, vont acheter beaucoup de vin d'Alsace.
Donc, ils mettaient un peu de sucre. Et ce problème a vraiment été, jusqu'en 2010, un vrai gros problème. Aujourd'hui, on a quand même une trame avec des vins qui vont vers plus du sec. Beaucoup de vignerons qui travaillent sur des Pinot Gris plus tendus. Les Riesling sont secs en général. Ouais, c'est vrai qu'on a une majorité de vins finalement, ou alors on a une vraie, voilà, il y a une vraie vision sucre sur les vendanges tardives et les grains nobles. Et puis c'est vrai qu'on a quand même, voilà, après il y a quelques vignerons dont c'est la patte qui gardent ce style-là, comme des vignerons qui vont plutôt favoriser de faire la malo ou pas la malo, etc. C'est leur style, mais en tout cas c'est vrai qu'il y a une vraie, quand on goûte, il y a quand même plus de pureté, plus de facilité pour nous à travailler en accord mets vin. Ouais. Par contre, on remarque aussi avec le temps qu'il y a certains terroirs où quand il n'y a pas 10 grammes, le raisin n'est pas mûr, quoi. Donc, il y a aussi cette notion de dire, voilà, il y a certains terroirs où ces 10 grammes, tu les sens quasiment pas, ils sont là, il faudrait marquer demi-sec sur l'étiquette, mais sans ces 10 grammes, le vin n'est pas mûr. Tu penses à quel terroir, par exemple? Au Fürstentum, par exemple, qui est l'exemple type, le Hengst, un Hengst à 3 grammes, c'est difficile, parce que c'est des vins qui ont une telle opulence que le sucre lui donne un petit peu d'aimabilité. Un peu de patine, un peu de douceur, ouais. Voilà. Et ensuite, on revient un petit peu sur cette notion de terroir, dans le sens où quand on était sur des grès ou des granites, qui sont des terroirs extrêmement maigres, les vins étaient beaucoup trop vifs, beaucoup trop tendus, et le seul moyen de donner du volume au vin, c'était de leur donner un peu de sucre, parce que c'était la mode en Bourgogne d'avoir des vins très amples et très boisés, parce que nos cépages, et le Riesling en particulier, il n'accepte pas le bois. Donc c'était un moyen de rectifier le volume des vins aussi. Il y a une petite question également finalement qui dit finalement l'Alsace est un des premiers vignobles où la biodynamie est quand même très présente. Oui. Et la question, est-ce qu'il n'y a pas une carte à jouer sur ça? De toute façon, c'est simple. Les grands vignerons en Alsace sont tous en bio, en biodynamie. C'est-à-dire que chez nous, la question ne se pose même plus, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un vigneron qui a une ambition d'être dans l'élite du vignoble, s'il n'est pas en biodynamie, il n'y arrivera pas. Parce que quand on a des définitions minérales, parce que pour moi, le principal apport de la biodynamie, c'est quand même les minéralités des fins de bouche. Et c'est là où on voit que ceux qui sont en biodynamie, quand on met un vin pas dans cette direction-là, le fossé est évident tout de suite. Ouais, il y a un vrai élan, il y a une vraie énergie finalement. Ouais. Je sais, je me souviens, on avait eu cette discussion il y a quelques temps. Et j'aime beaucoup, j'aimerais que tu la partages avec nos amis qui nous font la gentillesse d'être là. On est quand même à 120 personnes. C'est quand même, tu vois, l'Alsace fait recette. Écoutez, allez chez votre caviste, achetez une bonne bouteille. Qu'est-ce que je vous dis? Voilà, j'aime bien ta vision et ta définition de l'acidité ou du rapport acidité-vin en Alsace. Et je sais que tu as fait un excellent travail que tu as entre autres retracé dans ce magnifique article que tu as fait dans la revue. Mais ce serait bien si tu pouvais nous le résumer un peu. Et c'est vrai que ça peut éclairer nos amis. Alors, je tiens à préciser que je le sépare un petit peu du concept de géosensorialité. Pourquoi? Parce que le géosensoriel, je trouve qu'on parle beaucoup du toucher et de la texture, ce qui est important, mais on sait aussi que la maturité, les décisions du vigneron, l'élevage en barrique, tout ça, ça joue beaucoup. Moi, je suis resté sur un constat simple. Pour expliquer, je fais vite la jeunesse parce que ça va vous aider. Le CIVA, donc le comité interprofessionnel, m'a demandé de faire le commentaire des 51 grands crus d'Alsace. Et moi, très honoré, j'ai accepté. Et quand je suis arrivé dans ma salle de dégustation, chaque syndicat avait donné 12 bouteilles de son cru. Et je me suis retrouvé avec 12 bouteilles de 3 ou 4 millésimes différents, de 3 ou 4 cépages différents. Et vas-y, va donner la typicité. Et donc, j'étais un peu perdu, mais je dis, écoute, je suis là pour goûter, je goûte, on verra bien comment je me dépatouille. Et je me suis rendu compte que quand j'étais sur une même typologie de sol, je donnais toujours les mêmes dénominateurs. Et c'est là où je suis arrivé à une conclusion qui est en plus, je remarque, de plus en plus transposable, c'est que l'acidité est l'élément déterminant qui vient du terroir. Pourquoi? Parce que les arômes évoluent avec le temps, les sucres se fondent avec le temps, tout évolue sauf l'acidité, qui une fois qu'elle est là, elle est toujours pareille. C'est un peu la colonne vertébrale des blancs. C'est la colonne vertébrale du vin. Et donc, moi, je suis parti de ce constat que les terroirs dits cristallins, grès, granit, schiste, volcan, qui sont de la roche, donnent une verticalité au vin. C'est-à-dire qu'on a une sensation de l'acidité qui est centrale dans la langue, qui peut être extrêmement aérienne, mais qui ne sollicite pas le bord de la bouche, et qui surtout provoque des salinités en fin de bouche. C'est très salé.
on a des parlant de minéralité, on éludera après, mais qui est très salé en fin de bouche. Et à l'inverse, on a les terroirs dits de dépôt, donc calcaire, marne, sédimentaire, voilà. argile, sédimentaire, qui eux donnent des largeurs de bouche, des puissances, du gras, et surtout qui en finale finissent par des amers, et ces amers ressortent la minéralité. Et on remarque aussi que dans l'évolution, les marnes évoluent parfois beaucoup plus sur des notes un petit peu hydrocarburées. Juste pour la petite histoire, donc la marne, c'est une combinaison d'argile et de calcaire. Hein, Voilà, pardon, oui. Je t'en prie, il n'y a pas de souci. Et ensuite, tout ce qui est terroir cristallin reste sur le sel tout au long de sa vie. Et donc, moi, j'ai voulu symboliser ça par des symboles. Donc, pour les terroirs cristallins, le triangle, puisqu'on est vraiment sur cette idée de verticalité, de droiture, tandis que sur tout ce qui est terroir sédimentaire, on est sur un rectangle, c'est-à-dire avec des largeurs de bouche et une épaisseur. Et après, je suis même allé plus loin. Bon, on pourrait épiloguer des heures dessus, mais c'est-à-dire que l'argile, ça donne des épaisseurs, le calcaire, une tamicité, la marne, qui sont des argiles lourdes, une sensation sphérique en bouche. À l'inverse, où le granit donne un tranchant, le grès un granuleux, le schiste une finesse en fin de bouche et le volcan une sensation fumée très forte. Et donc, partant de là, moi, j'ai classé ma carte des vins comme ça et je reste persuadé qu'il y a une trame à tracer là-dessus. Alors, est-ce que tu l'as fait sur les Alsaces ou tu l'as fait sur tous les vins? Alors, je l'ai fait sur les Alsaces parce que j'ai, je pense, une légitimité à le faire là-dessus. Bien sûr. Et ensuite, je me suis aussi rendu compte comment tu veux le faire sur les autres. Tu vas, par exemple, dans les Rhônes Nord, et ben, tu mettrais des triangles partout. Absolument. Tu vas en Bourgogne, tu mets des calcaires partout. Et c'est là où je dis souvent, et je reprends ce que disaient certains vignerons, on est un vignoble monde. C'est-à-dire qu'on a toutes les typologies de sol, ou quasiment toutes, qui sont présentes sur le vignoble, avec en plus un cépage, voire même 2 ou 3, le pinot noir, le riesling, le gewürz, qui sont très sensibles à la variation de sol, et qui en plus ne sont pas élevés en barrique, donc n'ont pas de chêne comme filtre. Et c'est là où on peut se dire, tiens, pour apprendre l'expression des terroirs, notre vignoble est vraiment l'idéal. Je partage. C'est ça. Mais c'est vrai que, mais en fait, finalement, ce qui est assez intéressant, parce que tu sais, moi j'ai pas mal bossé avec Gabriel Lépousé, que tu connais. Et en fait, ta définition que tu es en train de donner sur la partie argile, calcaire, etc., elle est extrêmement proche de ce que m'a expliqué, moi, en fait, si tu veux, au niveau de la. Quand tu as une concentration en minéraux, donc soit en acides minéraux, soit en acide glutamique pour les sols granitiques, tu vas avoir des zones de salivation et des zones tactiles qui ne vont pas être les mêmes. Donc en fait, si tu veux, c'est vraiment. Enfin, en plus, ça s'explique. Donc ça s'explique totalement, quoi. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que bon, ce concept a quand même mariné pendant 2-3 ans dans ma tête. Je l'ai mis en forme en 2015. J'en ai vraiment parlé à ce moment-là. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que au départ, j'ai eu 0 réaction du vignoble. Mais quand je dis 0, c'est 0 réaction de tout le vignoble. Et petit à petit, là maintenant, 5 ans plus tard, il y a des vignerons qui me disent, écoute, je l'utilise pour expliquer mon granit par rapport à mon schiste, par rapport à mon calcaire au client, et le vertical et l'horizontal, ils comprennent. Et je trouve ça extrêmement et très intéressant parce que moi, je prends l'exemple du fruité en Alsace. Le fruité, au départ, quand moi j'ai commencé le métier, ça voulait dire avec un peu de sucre. Aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a du fruit mais qui est sec. Bref, c'est un mot qui a été galvaudé, un peu comme la minéralité, si on veut aujourd'hui. Alors que horizontal et vertical, c'est universel, ça parle à tout le monde et c'est pareil pour tout le monde, quoi. Vertical ou horizontal, ça ne change pas, ça ne peut pas se galvauder. Il y a quelqu'un qui demande dans quel numéro de la RVF est ton article. Alors là, ce qu'on appelle vous tapez, moi je ne sais pas non plus, vous tapez sur Internet Romain Eltis. Voilà. Et de toute façon, s'il y a un petit souci, moi j'ai accès aux archives de la RVF. Donc si vous n'êtes pas abonné ou si l'article n'est pas trouvable, je vais essayer, je me le marque, je vais essayer de vous le mettre quand je vous enverrai le replay. J'essaierai de vous mettre l'article là. Ah bah tiens, tu vois, il y a déjà quelqu'un qui était bien plus rapide que moi, qui a mis le lien. Merci Marilou. Top niveau. Et si on veut, ce qui est intéressant, c'est que cette lecture de l'acidité, plus j'avance et plus je me rends compte qu'elle est transposable. C'est-à-dire que ce qu'on ressent dans les schistes en Alsace, on peut les ressentir dans les schistes de Koyur ou dans la Haar allemande de 100 km au nord. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se rend compte que cette trame gustative, on peut ensuite la transposer ailleurs. Et moi, j'ai déjà fait des dégustations comparatives. Alors, c'est plus évident sur les blancs que sur les rouges, je tenais quand même à le dire.
mais vous prenez un granit Parce que de les Saint-Joseph sur les rouges, tu as les tanins qui jouent aussi un et effet un peu l'élevage. perturbateur. Ouais, et l'élevage. Ouais. Et l'élevage. Mais c'est vrai que tu prends un muscadet, tu prends un granit de chez nous, tu prends tu prends un granit de Saint-Joseph, tu te concentres que sur l'acidité, on n'est pas très loin. Hein. On n'est pas très loin. Et c'est là où on revient à ma métaphore musicale qui prend tout son sens. Ouais, je suis assez d'accord, je partage. Ouais. La minéralité en 2 mots. La minéralité, pour moi, c'est la puissance du salé qui vient du sol, c'est-à-dire cette faculté de faire saliver. Et ce qui est important, c'est que la salivation ne se fait pas dans les joues, parce qu'alors c'est l'acidité qui est agressive, mais par l'arrière de la bouche. Et donc, c'est de là, pour moi, que vient la minéralité. C'est vraiment cette idée du sel qui est porté, du minéral qui est porté par le vin dans la fin de bouche. Je suis assez d'accord. Je pense que c'est assez court, mais c'est précis. Ouais, c'est bien, c'est bien. On fait du rouge en Alsace, il paraît maintenant? Non, Écoute, je suis méchant. Non, t'es méchant, mais c'est pas grave. Ben, les rouges, c'est, je pense, un des grands avenirs de l'Alsace. Ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, les vignerons ont redécouvert le potentiel du rouge, ont réussi à séparer les parcelles qui étaient au milieu des coteaux que le grand-père avait gardées au cas où. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une identité de rouge qui est exceptionnelle. Le réchauffement climatique aide, il faut aussi l'admettre. Et surtout, chez les bons faiseurs, on a une puissance, on a une définition, il y a une vraie dynamique sur ce cépage. Et si on veut, pendant longtemps, je pensais que c'est le Pinot Blanc qui un jour remplirait ce rôle de première approche pour les vins d'Alsace. Et en fin de compte, on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est les Pinots Noirs qui vont remplir ce rôle-là. Et en découvrant un bon Pinot Noir, on a envie d'aller plus loin. Et c'est là où il y a quelque chose de très bien. Et pour répondre à la question, il n'y a pas de pour ou contre l'élevage en barrique, ça dépend ce qu'on veut en faire. C'est-à-dire qu'un pinot noir de structure sur un beau terroir qui veut exprimer son potentiel aromatique et son terroir aura besoin de cette micro-oxygénation de la barrique. À l'inverse, un pinot noir qui est travaillé pour être un rouge goulayant et gourmand, n'en aura pas besoin. Et c'est là où on danse un peu sur les 2 jambes une fois de plus, mais voilà, ça fait partie de… Surtout ne pas les servir frais. C'est surtout ça le secret. Moi, je me souviens quand j'ai fait mon premier stage, j'avais fait un stage à Paris. J'étais arrivé, j'avais ouvert derrière le bar, tu sais, tu ouvres le frigo, Ouais. puis tu vois les flûtes de Pinot Noir et les Saint-Nicolas de Bourgueil, et les Sancerre rouges à 8 degrés. Je me suis dit, ah bon, Oui. pas, hein. Mais bon, il y a aujourd'hui une vraie dynamique et c'est vraiment très intéressant. Il y a une identité terroir qui est en train d'émerger. En plus, de plus en plus de vignerons surgreffent les pinots gris pour faire du pinot noir, pour accélérer le processus. Tu peux expliquer juste peut-être le surgreffage 2 secondes pour Donc, nos amis. surgreffage, c'est-à-dire qu'on n'arrache pas la vigne pour en replanter une nouvelle, c'est-à-dire qu'on conserve le même pied, mais on met des baguettes du nouveau cépage dedans. Alors, ça ne marche pas pour tous les cépages, mais comme le pinot gris et le pinot noir ont une même structure, puisque c'est la même famille et que le pinot gris est un dérivé du pinot noir, pour gagner 2 à 3 ans, de 2 à 3 ans, et surtout d'arriver surtout sur un système racinaire déjà en place. De plus en plus de gens surgreffent les pinots gris qui aujourd'hui qui étaient plantés à tout va fin des années 90 et qui aujourd'hui sont un petit peu un des parents pauvres du vignoble parce que tout le monde en a beaucoup et voilà, on n'en vend pas trop. Est-ce que tu as envie de nous partager le vin que tu es en train de déguster? Absolument. Alors, j'ai pris ça parce que on a aussi une image en Alsace d'un vignoble qui est acquis sur ses traditions. Et j'ai envie de dire qu'au contraire, il y a beaucoup de choses qui bougent et des gens qui sont là. Et là, j'ai voulu prendre une cuvée que font 3 copains. Donc, vous voyez, ils ont fait ça version manga un petit peu. Ça s'appelle le Felsasprang. Donc, Felsasprang, ça veut dire en alsacien qui taille la roche, quoi. Donc, c'est un Riesling sec, acide, et c'est 3 copains vignerons qui l'ont mis ensemble. Donc, en plus, c'est pratique, ça me permet de ne pas choisir un des 3, tu vois. C'est qui les 3? Alors, c'est Eric Kinsler du domaine Kinsler. Paul Fuchs du domaine Henri Fuchs et Jérôme Madère du domaine Madère. Donc 3 copains qui ont mon âge et qui aujourd'hui sont pour moi les grands. Bon, Kinsler est un peu plus établi, mais les 2 autres, c'est vraiment aujourd'hui les très grands de demain qui tous les ans font des choses avec une puissance, une finesse, une définition qui est assez magistrale. Ça fait partie de ces vignerons que j'aime défendre et j'aime montrer que voilà, on bouge, quoi. Et c'est vrai qu'ils ont fait ça un truc un peu drôle, donc voilà, je la remonte, mais j'aime beaucoup.
Ouais, c'est sympa. Écoute, ça sort à quel prix à peu près, tu peux dire, non? Écoute, on est entre 9 et 11. Ouais, donc c'est un joli vin de plaisir Un joli accessible. vin, Ouais. ouais. Joli vin, c'est vraiment un vin de tous les instants. Comme dit, là, on cherche le plaisir du cépage, puisqu'on était un peu sur ce sujet avant. Citronné, frais, sec, vif, ça fait saliver, c'est plaisant. On va pas chercher de minéralité, mais par contre, voilà, on le boit, quoi. Ouais, et le vin, comme on dit, c'est fait pour être bu. Hein. Oui, malgré tout, ça reste ça. Ouais. Peut-être une question peut-être un peu plus personnelle. Qu'est-ce qui te plaît dans les accords mévins autour de l'Alsace? Comment Ce qui me tu plaît interprètes beaucoup, ça? c'est que. Alors, j'interprète ça dans le sens où on a cette chance d'avoir, comme je le disais un peu avant, une palette qui permet de toujours trouver la solution. C'est-à-dire qu'il y a aucune gastronomie au niveau mondial qui ne nous permet pas de trouver la solution. Et surtout, ça nous permet beaucoup d'audace. Quand moi, je dis aux gens que je sers un Gewürztraminer avec de l'agneau, on me regarde avec des yeux comme ça, mais c'est magique. Parce qu'on rappelle un petit peu l'idée du tagine avec l'agneau, mais au lieu d'avoir l'épice dans la semoule, on l'a dans le vin. On l'a dans le vin, ouais. Et ainsi de suite. Et on peut aller loin comme ça. Moi, je partage un vin que j'aime beaucoup, qui est le Bollenberg de Ouais. chez Marie Zusselin. Ouais, Très beau, belle. c'est très beau terroir. Tu Ouais, vois, ouais. ça c'est un des terroirs qui mériterait d'être premier cru haut la main, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. Tout à fait, ouais. Et c'est vrai que c'est là où on se dit, voilà, les accords, on a toujours une solution. Et ce qui est très intéressant, et voilà, j'espère bientôt faire un article dessus, c'est le sylvaner, par exemple, qui revient en force. Parce qu'on n'a plus que des vieilles vignes, on a une buvabilité très forte. On a souvent, les vignerons, le peu qui en ont gardé, ils l'ont gardé sur des endroits où c'était bon et pas où c'était, pardonnez-moi l'expression, mais un pisse-la-vigne. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a toujours des choses à découvrir. Et surtout, on a une génération de vignerons là, qui croient en leur terroir et qui sont en train de faire renaître des zones qui étaient plantées voilà, un siècle et qui ont été abandonnées avec l'industrialisation. Donc voilà, il y a une dynamique aujourd'hui qui s'installe et voilà, c'est intéressant. C'est toujours intéressant. Ouais, je suis assez d'accord. Ouais. Un petit mot peut-être sur ton histoire au sein de la revue, parce que tu es rentré au comité il y a quelque temps déjà. Comment tu vis ça et tu peux peut-être nous partager ton ressenti là-dessus. Ça peut être un peu C'est d'ailleurs sympa. que c'est arrivé un peu par hasard, dans le sens où il y a un peu plus de 10 ans maintenant, il y a Olivier Peuls qui est venu en Alsace avec Caroline Furstoss. Il devait faire le numéro du millésime. Et Olivier regarde Caroline, dit écoute, si tu as un copain qui connaît bien le vignoble, qui veut goûter avec nous, moi ça peut me faire plaisir. Ça peut être intéressant. Et comme assez naturellement, elle a dit écoute, Romain, tu viens. Moi je suis vraiment venu, mais pour goûter, quoi. Et l'année d'après, il m'appelle, il me dit écoute, est-ce que tu viens aussi cette année? Je dis ok, je suis venu les mains dans les poches juste pour goûter. Il me fait non, on va peut-être un peu changer. Je pense que tu peux participer et ça peut le faire. Et de là, c'est parti pour être petit à petit, voilà, à participer, aller ensuite dans le comité de dégustation. Alors, j'ai fait une apparition un peu dans le guide VET dans le sud-ouest. Après, géographiquement, pour moi, c'était quand même le plus facile, n'est-ce pas? Ouais, bien sûr. Voilà, mais voilà, c'était très enrichissant. Et puis, voilà, je sais que ce qui est intéressant, c'est que ça me permet de conserver une ouverture et surtout de goûter parfois par thème des choses éminemment précises et d'aller plus loin, quoi. Donc, c'est vrai que le fait d'être éclectique dans le comité, puisqu'on a des sommeliers, des journalistes, des œnologues, etc., c'est ce qui donne aussi la richesse de l'échange, parfois un peu musclé, mais constructif. Écoute, c'est dans les frictions qu'on arrive à avoir des choses un peu sympas. Ouais. On a une question sur quel cépage conseillez-vous avec les rognons? Moi, je demanderais à Eric comment sont cuisinés vos rognons, cher ami. Parce que là, comme ça va être compliqué. Hein comme si... Sauce moutarde ou sauce madère? On attend la précision d'Eric pour répondre à la question de façon la plus précise possible. Mais c'est vrai qu'en tant que sommelier, quand on nous dit vous faites ça, moi, le premier réflexe, c'est la garniture, la sauce, la cuisson. Voilà. Moi, j'adore aussi la question quand on me dit écoutez, j'ai cette bouteille en cave, est-ce qu'elle est encore bonne? Écoutez, il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Hein. C'est de l'ouvrir ensemble. Ouais. Donc, on a crème avec donc classique flambé rognon flambé cognac, armagnac, pardon, et crème. Pinot gris sec. Oui. Il faut rester sur du blanc. Young or old, sir? Yes. Yeah. A dry Pinot gris. Do you want it young or old? Better old and perhaps in barrique. Ça, c'est aussi une tendance qui est intéressante, c'est l'élevage en barrique des Pinot gris, qui donne aussi beaucoup de
beaucoup de nouvelles possibilités. Tu aurais un millésime qui te vient en tête comme ça là? Bah là, clairement, il faut foncer sur les 17 qui sont magiques. Et sur les plus anciens, 2010, si vous en trouvez encore en Pinot Gris, c'est vraiment un très très beau millésime en Pinot Gris. Si je ne me trompe pas, c'est un millésime où il y a un très bel équilibre. C'est ça. Et c'est un peu parce que les vignerons ont réussi à trouver l'équilibre, un peu par chance aussi sur ce millésime-là, qu'aujourd'hui, on est de nouveau dans cette trame de Pinot Gris sec. Par exemple, 2015, il y a un petit peu de rondeur un petit peu partout, donc ça viendra certainement avec le temps. Mais par contre, quelque chose comme les 13, comme les 12, comme les 10, 17, qui sont à mon avis très bien pour ces utilisations-là. Bon, chouette. Est-ce que tu as, ça ferait presque 1 heure qu'on est ensemble, donc est-ce que tu as peut-être un petit mot de conclusion? Moi, je vais faire un peu de pub pour les prochains webinaires après. Oui, non, bien sûr. Bah, écoutez, voilà, on aurait pu en parler longtemps. J'espère vous avoir donné envie d'aller un peu plus loin dans les vins d'Alsace. Je suis conscient que c'est un peu compliqué, mais c'est vrai qu'avec mon idée de lecture terroir et de classement terroir, j'espère que ça donne un peu la base pour pouvoir ensuite aller plus loin. Il est vrai que voilà, on sera ravis de partager avec vous cette idée-là dans tous les différents restaurants dont je m'occupe. Voilà, il y a de quoi faire dans notre belle région. Et surtout, j'espère que pour ceux qui n'ont pas vu, je vous invite à revoir Raciner des ailes. Je fais ma petite promo, mais c'est, je pense, très jolie émission. Et surtout, vous verrez des paysages qui vous donneront envie de venir nous voir. Alors, je vous garde encore quelques petites secondes. Je vais juste partager mon écran, puis après, je repasserai un dernier petit mot à Romain. Donc voilà, donc le webinar d'aujourd'hui, c'était avec Romain. Donc là, dans mardi, alors c'est pas le jeudi, ce sera le mardi. Hein, on a un peu dérogé à la tradition, mais le jeudi, j'ai déjà une dégustation qui m'attend. Donc j'étais obligé de bouger 2 jours. Voilà, on sera avec Bruno Quenu qui nous parlera de l'histoire du vin et du mystique du vin. Donc ensuite, on aura un très beau temps de partage avec Thierry Germain, qui est un personnage que j'adore, donc 30 ans à Saumur. Parce que Thierry est un ancien Bordelais, puisque son père était propriétaire de Château-Figeac, et on partagera avec lui l'évolution qu'il y a eu dans la vallée de la Loire, puisqu'il est arrivé au domaine des Roches-Neuves en 1989. On aura le 25 février une très très belle rencontre avec Christine et Emma Vernet du domaine Georges Vernet. Où voilà, il y aura un très beau partage sur la partie historique, puisque Georges Vernet, on peut dire que c'est grâce à Georges Vernet que l'appellation Condrieu est encore là aujourd'hui quasiment, puisqu'il a fait un travail de réhabilitation assez incroyable. Et le 9 mars, on sera avec une personne qui n'est pas issue du monde du vin, Christian Escriva, qui est aromathérapeute, qui travaille sur les huiles essentielles, et nous fera un petit topo sur l'utilisation des huiles essentielles en biodynamie. Et voilà, donc c'est le programme. Je suis en train de travailler sur le programme d'ensuite, et je vous lève quelques noms comme ça. On aura une intervention d'Alexis Goujard sur la Provence, puisque il s'occupe, donc Alexis Goujard qui est au comité de la revue, et puis on se retrouvera. On se retrouvera de nombreux, voilà. Donc moi je veux dire un grand merci à Romain. Ça fait 15 ans qu'on se connaît, qu'on partage, qu'on a éclusé quelques caves et quelques bouteilles ensemble. Et c'est toujours un vrai plaisir de partager du temps. Je te laisse un petit mot de conclusion peut-être. Et puis après, donc petite précision, oui, donc on fait des formations en Alsace maintenant, et on les organise au domaine Schönheitz, que tu connais bien. Très bien. Alors, il faut vraiment que tu regardes l'émission. Hein. Ouais. Ah, d'accord, ok. Je l'ai enregistré hier soir. Mais donc, il y a la première formation samedi au domaine avec Aude, que tu connais. Très bien. Voilà, donc on organise. C'est vrai que maintenant, on a pris le parti aussi d'organiser nos formations en région et dans les domaines. Et je trouve que c'est encore plus chouette parce que du coup, ça ne sera pas que sur les vins d'Alsace, bien sûr, mais c'est intéressant au milieu de la journée d'aller faire une petite visite de cave et d'être dans deux vignes dès qu'il fera un peu moins froid. Là tu n'es pas en Alsace, là, tu es chez moi, c'est pas pareil. Oui, je sais, parce que je te dis un grand merci, Romain, parce que c'est un domaine que tu m'as conseillé, que je ne connaissais pas, que tu m'as fait découvrir, et c'est vrai que c'est chouette. Mais il y en a plein d'autres, mais celui-ci est beau. Il y avait une toute petite question avant de se quitter sur le vin que tu nous as proposé. Il demandait d'où il venait. Quoi, le Feldsasprang ? Ouais, j'ai pas osé répéter parce que j'y arriverai pas. Ribeauvillé.
Ribeauville et Unavir, ouais. Les 3 domaines en vendent un petit peu, donc il n'y a pas de souci. Mais c'est une cuvée qui a beaucoup. La première année, il y en avait 3000 bouteilles, dont 2000 qui sont parties directement en Australie, parce que le gars, il a goûté ça, il a craqué. Et là, ils en ont fait un peu plus cette année. Bon, forcément, il est arrivé ce qui est arrivé, mais je pense que c'est vraiment, voilà, c'est pour moi. Moi, j'aime cette cuvée parce que c'est des copains et surtout parce que c'est montrer que l'Alsace peut être fun aussi. C'est important. Bon, un grand merci Romain. Écoute, encore un grand plaisir. Et puis, on a des noms alsaciens, Trimbar, tiens, ça me parle ça. Ouais, bah oui. Julien, on en connaît quelques-uns. Merci du temps, merci de ton temps. N'hésitez pas, dès que ça réouvre, à aller à la Villa Lalique pour boire les paroles de Romain, les 25 cartes et sa vision. Parce que il a les oreilles, il écoute. Hein. C'est un garçon très simple, très gentil, qui a un grand cœur et qui aime les autres. Donc, n'hésitez pas à taper à sa porte. Il y a toujours un tire-bouchon qui s'ouvre. Merci beaucoup, merci à tous. Vive le vin, vive le vin, vive la vie et à très vite. Merci à vous. Bonne soirée. Salut. Salut. Bye bye. Bon, hein, on reboit un coup. Hein. Merci Romain, à bientôt. Salut. T'ai vu. C'est pas grave, j'assume. Allez. Bye bye.